Ouzbek Erika, le podcast qui explore le futur. Salut les turfos et bienvenue dans l'émission d'Ouzbek Erika, l'émission qui continue à explorer le futur chaque semaine en votre compagnie. Et quand on parle de futur, il est parfois bon de disposer de l'éclairage de celles et ceux qui observent les évolutions de nos sociétés depuis des décennies. Notre invité du jour fait partie de cela puisque nous recevons aujourd'hui Serge Tisseron. Alors si cela ne vous dit rien, sachez que Serge Tisseron est psychiatre, membre de l'Académie des technologies et qu'à 70 ans, il continue à analyser les évolutions rapides de nos usages, plongés que nous sommes la tête dans le flux de nos sociétés numériques. En quelques 34 essais, l'homme s'est penché sur nos rapports aux images et aux médias et de nombreux parents lui sont reconnaissants pour ses balises 36912, des repères qui peuvent aider à savoir à quel moment introduire les écrans dans la vie de leurs enfants. Alors si on reçoit Serge Tisseron, c'est qu'il signe aujourd'hui un ouvrage d'utilité publique baptisé Petit traité de cyberpsychologie paru au Pommier et sous-titré Pour ne pas prendre les robots pour des messies et l'IA, donc l'intelligence artificielle, pour une lanterne. Ça tombe bien puisque chez Ouzbek Erika, on aime bien éviter les fantasmes et tenter de répondre aux questions qui vont se poser à nous dans le futur avec raison. Et comme d'habitude, entre technocritique et technobéatitude, on essaye d'être pile au milieu. Et la question au cœur de cet ouvrage, est de savoir comment nous allons à l'avenir considérer les machines qui nous entourent. Et quand on entend où elles en sont, ces machines, la question mérite d'être posée. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Alors là, il s'agissait d'une démonstration du nouveau chatbot, donc le robot conversationnel de Google, baptisé Duplex, et qui est doté d'une voix proche de celle d'un être humain, comme vous l'avez entendu. Et en l'occurrence, il parvient à prendre un rendez-vous dans un salon de coiffure. Donc pas besoin d'être piti pour savoir que le monde de demain sera peuplé de robots et d'intelligence artificielle. La question des rapports que nous entretiendrons avec eux et de ce que ces rapports auront comme conséquence sur le devenir de l'humanité mérite d'être posée. C'est le cas donc avec ce petit traité de cyberpsychologie, construit en plusieurs entrées thématiques, de l'affection à la souffrance, en passant par la réalité virtuelle, l'identité, la morale, l'attachement, le langage ou l'éthique. On va donc évoquer tout cela et bien d'autres choses en compagnie de Serge Tisseron, que nous sommes ravis de recevoir chez Ouzbek Erika. Bienvenue Serge Tisseron. Bienvenue, merci beaucoup. et merci de prendre le temps de discuter de tout ça avec nous. Et pour ce faire, puisque je dis nous, je suis en compagnie de ma collègue, l'indispensable Lila Megrawa. Salut Lila. Salut Guillaume. Alors on va entamer tout de suite la conversation, rentrer dans le vif du sujet, Serge Tisseron. Pour démarrer cette conversation, j'avais envie juste de, selon vous, où est-ce qu'on en est de ce que certains appellent et baptisent l'avènement des machines ? On parle de robots conversationnels, on parle d'androïdes, d'humanoïdes. Les robots sont là. Serge Tisseron, ça y est ? Oui. Alors oui, on en parle beaucoup et on a d'autant plus tendance à croire que la recherche est avancée que nous sommes confrontés à beaucoup de films de science-fiction, de séries de science-fiction dans lesquels nous voyons des androïdes en tout point semblables à des humains, capables, comme les humains, d'accéder à une certaine liberté, voire même à une liberté identique à celle des humains. Bon, il faut savoir que depuis les débuts de l'intelligence artificielle, il y a des promesses mirifiques qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Je vous rappelle que Minsky, déjà dans les années
1960 disait dans moins de 10 ans, nous aurons conçu un ordinateur qui aura le niveau d'intelligence d'un citoyen moyen. Bon, on en est encore très très loin. Il faut bien comprendre que présenter comme déjà réalisé des progrès qui ne le sont pas est évidemment une manière d'obtenir des crédits rapides et puis également des crédits de recherche, des crédits de recherche rapides, et puis également de pouvoir lancer des produits qui frappent les imaginations, qui seront achetés par les consommateurs et qui pourront donc là aussi apporter de l'argent pour perfectionner les outils en cours de fabrication. Donc il faut savoir raison garder. Hein. On trouve sur Internet beaucoup de vidéos qui sont franchement mensongères, et on en trouve quelques-unes qui sont quand même qu'il faut quand même apprendre à regarder avec réserve. Je pense notamment à la fameuse vidéo du robot Atlas qui patauge dans la neige. On a l'impression qu'il continue son chemin malgré tous les obstacles. Si vous regardez attentivement, vous voyez qu'on le voit filmer 10 secondes selon un plan, 15 secondes selon un deuxième plan, 10 secondes selon un troisième plan. On ne sait pas combien de fois il s'est cassé la figure entre chacun des plans. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit cette vidéo, on a l'impression qu'il marche parfaitement, seul dans la neige comme un trappeur. Voilà. Donc du coup, soyons vigilants, hein, et méfions-nous de promesses qui, encore une fois, ont un bon côté parce qu'elles nous permettent d'anticiper, donc de réfléchir. C'est toujours bien de réfléchir avant, c'est ce que je fais d'ailleurs, en n'attendant pas que les premiers robots soient dans nos maisons pour commencer à nous demander quel robot nous voulons. Donc de ce point de vue-là, c'est bien. Mais en revanche, ne croyons pas non plus que la recherche soit plus avancée qu'elle n'est. Alors, justement, rappelons donc l'objet, le sujet de ce petit traité de cyberpsychologie. L'idée derrière, c'était de faire œuvre d'anticipation, vœu d'anticipation. Alors, oui et non, c'est-à-dire que moi, tout mon travail, c'est d'essayer de comprendre comment l'introduction aujourd'hui de ce qu'on appelle les nouvelles technologies, mais en fait, toutes les technologies sont nouvelles pour leur époque, hein, voilà. Enfin, le développement des technologies numériques, comprendre comment ce développement se situe dans une continuité. Par exemple, autour de la question du deuil, on voit aujourd'hui des séries télévisées, on entend beaucoup parler de la possibilité de construire des robots à l'effigie des disparus, qui déjà je crois que le service même de pouvoir faire parler un disparu, vous savez qu'il y a tout un débat, faut-il faire disparaître les pages Facebook des morts, qui va le décider, faut-il éventuellement permettre à des disparus de continuer à parler comme ils parlaient de leur vivant sur des espaces de communication verbale numérique. Voilà, donc beaucoup de débats là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que depuis que l'être humain a commencé à innover des technologies, progressivement, il a inventé des technologies qui lui ont permis de communiquer d'abord à distance, d'abord par l'écriture, puis par la voix, puis en voyant l'image de l'autre par Skype, ou éventuellement en ayant une photographie, avant même l'invention de Skype. Et puis aujourd'hui, la possibilité de communiquer avec des morts qui ont laissé des messages pour nous, hein, aux États-Unis, ça commence à se faire, et peut-être un jour avoir chez soi un robot à l'effigie d'un disparu. Donc comprendre comment les progrès technologiques s'opèrent par saut, mais comment en même temps il y a une continuité, comment cette continuité correspond à un désir humain, à ne jamais nous séparer de ceux que nous aimons, et puis comprendre aussi comment cette continuité pose des problèmes spécifiques, parce qu'aujourd'hui il y a un saut technologique, hein, nous n'allons plus seulement avoir affaire à des machines vers lesquelles nous allons aller et que nous allons diriger, nous allons avoir affaire à des machines qui vont interagir avec nous en nous interpellant, en nous faisant des propositions, en nous proposant de nous aider d'elles, en nous proposant que nous les aidions à grandir, et en nous demandant également quels services elles peuvent nous rendre. Donc des machines qui vont créer des relations réciproques telles que l'être humain n'en a jamais eu avec aucune machine dans l'histoire de l'humanité. Donc à la fois, vous voyez, une évolution quantitative, mais en même temps un saut qualitatif avec ces machines capables de nous interpeller et avec lesquelles nous interagirons comme avec des humains, en essayant quand même de garder à l'esprit que ce ne sera pas des humains. Alors vous parlez de saut qualitatif et de saut technologique. Vous estimez qu'il y en a eu un depuis
que vous avez signé votre livre Le jour où mon robot m'aimera, c'était il y a quelques années. Oui, alors moi je suis impressionné, c'est pas pour rien que vous avez choisi la petite séquence du début. Je suis impressionné par les progrès dans le domaine des interfaces vocales et le domaine des chatbots, des robots conversationnels, robots virtuels. Il y a énormément d'argent investi là, et d'un côté c'est très séduisant, pouvoir parler avec une machine comme avec un humain, mais en même temps ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord que nous soyons toujours informés que nous parlons à une machine, c'est pas encore gravé dans la loi, donc il faut savoir. Ça a d'ailleurs été demandé à Google à la suite de la présentation de Google Duplex. Oui, tout à fait. Est-ce que les gens, la pauvre coiffeuse en l'occurrence, qui prend rendez-vous avec cette personne, ne sait pas que c'est un robot qui lui parle. Tout à fait. Google a dit oui, ok, on précisera que le coup de fil est passé par un robot. C'est vrai, c'est important. Alors, c'est d'autant plus important qu'il y a eu un scandale il y a quelques mois sur un site de rencontres sexuelles en Angleterre où des hommes croyaient avoir affaire à des femmes mariées qui désiraient avoir une aventure, et je n'ai plus le chiffre, enfin un nombre très important d'Anglais, semble-t-il, ont eu des conversations torrides avec des robots et en croyant avoir affaire à des femmes réelles. Mais comme il n'y avait pas suffisamment de femmes réelles mariées prêtes à avoir ces conversations torrides, eh bien voilà, l'entreprise avait pensé que des robots pouvaient faire l'affaire. On se rapproche du film horreur, puisque chacun de ces robots peut évidemment gérer beaucoup de conversations en parallèle. Oui, donc c'est très important pour moi, vous voyez, on va parler d'éthique tout à l'heure, mais puisqu'on aborde cette question des chatbots, c'est très très important pour moi qu'on sache toujours si on a affaire à une machine ou pas. Alors, il faut penser aussi que ces machines, tôt ou tard, vont être amenées à interagir entre elles. Et j'intervenais récemment dans une banque où je disais il faut que vos clients sachent quand ils ont affaire à un chatbot. Et des employés m'ont répondu, mais vous savez, il y a déjà des gens qui programment leur chatbot pour que leur chatbot gère leurs affaires pour eux. Et donc, je leur ai dit, mais alors, il peut arriver que deux machines communiquent entre elles. Ils m'ont dit oui. Et je leur ai dit, est-ce qu'elles se reconnaissent? Mais justement, la technologie, semble-t-il, ne peut pas encore absolument se reconnaître. Donc, vous voyez, le côté bizarre de deux machines pouvant interagir entre elles en se parlant comme des humains, alors que finalement, elles pourraient communiquer beaucoup plus vite sans passer par le langage. Sans passer par notre langage et peut-être même inventer le leur. Justement, vous écrivez, Serge Tisseron, que la psychologie du XXIe siècle sera celle des interactions entre l'homme et ses artefacts, ou ne sera pas. Oui, c'est un petit clin d'œil à Malraux, bien sûr. mais je suis intimement convaincu que le XXe siècle a construit la psychologie homme-homme, voilà, et puis la psychologie adulte-enfant, homme-femme, voilà, femme-homme, toutes les diversités de fonctionnement, voilà, mais en même temps, elle n'a pas pensé du tout la psychologie des relations de l'homme à ses objets. Or, il faut bien comprendre que l'être humain a toujours eu une relation affective avec ses objets, surtout avec les objets qu'il fabrique, surtout avec les objets qu'il accompagne. Et cette relation affective, cette relation d'attachement n'a jamais été pensée par la psychologie. Vous savez, il y a des gens qui, parfois, dans la solitude, parlent à un objet qui leur est cher, un objet qui leur rappelle un moment important de leur histoire. Cela n'a jamais été conceptualisé. Or, ça ne peut plus être le cas avec les objets qui arrivent. Donc il faut replacer l'importance des objets dans la vie humaine, dans leur histoire, pour comprendre encore une fois que nous sommes dans une continuité, et puis aussi comprendre la rupture qui est en train de se faire, que j'évoquais tout à l'heure. Et donc oui, la psychologie du XXIe siècle sera celle des relations de l'homme à ses artefacts, ou ne sera pas, j'en suis absolument convaincu. Et ce livre se veut une première contribution à cette psychologie des relations de l'homme à ses machines, qui va être à construire dans une évolution permanente, parce que les machines ne vont pas arrêter d'évoluer. Alors on va rentrer justement un peu plus dans le vif du sujet, et que vous avez bien posé à l'instant, c'est-à-dire cette empathie qu'on est en tant qu'être humain enclin à éprouver pour les robots, quels qu'ils soient d'ailleurs, puisque vous citez plusieurs exemples qui sont des exemples dont on parle aussi assez fréquemment chez Uzbek Erika, mais il y a cet exemple de soldats américains qui mettent leur vie en danger pour épargner des dommages au robot démineur, qui est un robot sur
sur petit trou, hein, c'est pas un Android. Ou alors l'aventure L'Odyssée de Hitchbot, un petit robot qui avait été programmé pour faire du stop en Europe et aux États-Unis. Et puis une fois arrivé au Canada, je crois, et aux États-Unis. Au Canada, tout s'est bien passé. Une fois arrivé aux États-Unis, il a été agressé, frappé, démembré. Bon. Oui, tout ça derrière une poubelle, voilà. par un jeune garçon, de telle façon qu'on n'a pas vu l'exécution. Chacun a pu l'imaginer, mais il l'a pas filmé, voilà. Malheureusement. Je crois qu'on a pu voir, on peut voir avant certaines images où il commence à frapper le robot. Alors on fera des recherches et puis on les mettra si ça ne heurte pas la sensibilité de nos lecteurs, parce que c'est quand même mini Hitchbot quand même. Dans la vidéo que j'ai vue, en fait, le robot est aux 3/4 caché, et on voit en effet un garçon qui donne des coups de pied, etc. Mais on ne voit pas vraiment la machine. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, puisque aux États-Unis, un certain nombre de chercheurs se posent très sérieusement la question de savoir s'il ne faudrait pas interdire les maltraitances aux robots, sous prétexte que des personnalités fragiles pourraient souffrir des sévices qu'elles verraient infliger à des robots. Donc ce ne sont pas des chercheurs qui pensent que les robots pourraient souffrir, mais des chercheurs qui pensent que l'être humain pourrait être affecté par la souffrance qu'ils imaginent à un robot, comme ils sont affectés par la souffrance qu'ils imaginent à un autre humain, un animal. Je ne dis pas que l'humain ou l'animal ne souffre pas, mais je dis que la souffrance qu'on imagine à l'autre, on l'imagine toujours, on ne la vit pas. Voilà. Mais c'est vrai que vous parliez d'Atlas tout à l'heure, quand on voit les tests où des ingénieurs de Boston Dynamics à l'époque mettent des gros coups de pied dans ce pauvre robot qui se relève à chaque fois, c'est vrai qu'effectivement on ne peut pas, enfin voilà, l'expérience, faites l'expérience, regardez ces vidéos chez vous, mais on compatit avec cette machine qui n'a pour le coup absolument rien d'Android et d'humain. Voilà, mais on peut revenir en effet au robot Atlas, c'est très intéressant, parce que donc ce robot Atlas, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ils tapent Atlas sur Internet, trouveront très vite. Donc on le voit d'abord patauger dans la neige, et puis après on le voit travailler dans un entrepôt, il porte des caisses, et puis en effet on voit apparaître un chercheur qui avec une perche va faire tomber le robot, l'empêcher de travailler d'abord, le faire tomber ensuite, le robot se relève très bien, la vidéo s'arrête là, et il paraît qu'il y a eu beaucoup de protestations d'internautes à la suite pour dire arrêtez d'emmerder les robots, laissez travailler les robots, ce chercheur sadique, on regrette que le robot lui ait pas fiché un bon coup de poing, il l'aurait mérité. Voilà. Et alors, vous savez sans doute que Google, qui avait racheté Boston Dynamics quelques années auparavant, Boston Dynamics appartenant à l'origine à l'armée, Google l'a racheté quelques années auparavant parce que l'armée s'était aperçue, d'ailleurs c'est intéressant par rapport à votre question du début, que la recherche en robotique était beaucoup plus compliquée, beaucoup plus coûteuse et beaucoup plus longue que ce que l'armée l'avait imaginé. Donc ils avaient lancé des programmes de robotique, puis s'étaient aperçus en cours de route que c'était à beaucoup trop long terme, ça coûtait beaucoup trop cher, donc revendu à Google. Et après cette vidéo et les protestations d'Internet, vidéo de robot Atlas et protestations d'internautes, eh bien Google a décidé de revendre Boston Dynamics en disant nous ne voulons pas à Google fabriquer des objets qui angoissent les humains. Et donc pour la petite histoire, Boston Dynamics a été racheté par SoftBank Robotics, tenu par un transhumaniste japonais. Absolument. Mais donc pour revenir à ça, pourquoi, d'où vient cette empathie? Pourquoi on est tellement enclin en tant qu'être humain à éprouver de l'empathie? Quels sont les mécanismes qui amènent à cela? Alors là aussi, il faut comprendre que l'empathie que nous éprouvons pour des machines animées qui semblent douées d'une autonomie, c'est une empathie qui n'atteint qu'un degré de complexité plus grand par rapport aux formes d'empathie que nous éprouvons pour notre environnement quotidien. Aujourd'hui, les chercheurs sont d'accord sur le fait que l'être humain est doté d'une capacité d'empathie pour tout ce qui l'entoure et que l'empathie pour les humains n'est qu'un cas particulier d'une empathie générale de l'humain pour l'ensemble de son environnement matériel, animalier et humain. Alors, comment a fonctionné cette capacité d'empathie dans l'histoire de l'humanité? Vous savez, les premiers humains, ils étaient pas bien armés pour survivre, mais ils avaient la possibilité de s'organiser en groupe, voilà, grâce notamment au langage, à une capacité qu'on appelle l'attention conjointe. Quand je regarde quelque chose, les autres autour de moi regardent la même chose, voilà. Et puis, les êtres humains étaient dotés de la capacité de projeter sur leur environnement leurs émotions, leurs pensées, leurs sentiments. Et on peut imaginer que les premiers humains ont abordé les animaux inconnus, les végétaux inconnus, le feu, l'eau, comme ils s'abordaient entre eux. Et puis, ils ont vu qu'il n'y avait pas de réponse, voilà. Ils ont vu qu'il y en avait une, et pour les animaux, voilà, et que parfois elle était agressive et que parfois elle était plutôt sympathique, voilà. Et donc comme ça, en projetant leurs émotions, leurs pensées, leurs sentiments sur l'environnement, les humains progressivement ont pu
apprivoiser des animaux sauvages, conquérir le monde, voilà. Et du coup, c'est cette capacité que l'être humain a toujours eue qui se trouve investie à un très haut degré avec les robots. Alors pourquoi est-ce qu'avec les robots, cette capacité d'empathie est beaucoup plus élevée? Encore une fois, parce que les robots sont des machines qui semblent douées d'une relative autonomie, et donc du coup, cette capacité d'empathie fonctionne beaucoup plus avec ces machines. Et puis en plus, ce sont des machines qui rendent des services considérables, et du coup, on peut avoir envie de leur être reconnaissant. Ouais. Alors je veux dire un petit mot, puisque vous avez évoqué les soldats américains, donc effectivement, soldats américains utilisant des robots démineurs paquebots. Alors un robot démineur paquebot, ça ressemble à une sorte de caisse de 60 cm, 1 mètre, avec un bras articulé, une petite caméra au-dessus, voilà. Donc ça n'a rien d'humanoïde, rien qui évoque un humain, rien qui évoque un animal. Voilà. Et l'armée américaine s'est aperçue que des soldats utilisant ces robots paquebots en Irak et en Afghanistan s'attachaient à leurs robots au point de se déprimer s'il était endommagé, au point de demander que les honneurs militaires soient rendus à leur robot s'il était détruit, et puis en demandant que éventuellement même une médaille soit remise au robot, et en demandant si le robot était endommagé, que leur robot soit réparé quel qu'en soit le prix, parce qu'ils n'en voulaient pas un autre. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas un robot ayant un autre numéro matricule, ils voulaient leur robot à eux remis à neuf avec le même numéro matricule, parce qu'ils avaient remplacé ce numéro matricule par un surnom. Ils avaient éventuellement customisé leur robot avec des autocollants, des inscriptions, et donc un attachement très important qui a fait dire à l'armée américaine, voilà, ces soldats savent bien que leurs robots sont des machines, mais sur le terrain des combats, ils ne peuvent pas s'empêcher d'interagir avec ces machines comme si c'était des animaux, voire des êtres humains. Et ça, c'est le problème essentiel auquel on va être de plus en plus confronté. Un problème qui a été d'ailleurs bien identifié dès les années 1960 par un chercheur qui s'appelait Weizenbaum, et il a appelé cette question la dissonance cognitive. Oui. Voilà, il faut en dire quelques mots. Alors, donc Weizenbaum avait... Oui, parce que c'est quand même dans le domaine de la psychologie humaine et de la relation machine, c'est quand même une expérience fondamentale. Weizenbaum avait construit avec ses élèves un ordinateur qu'il avait appelé ELISA. Donc à l'époque, on tapait des textes sur un clavier, on voyait apparaître des réponses sur un écran. Et donc ELISA était destiné à simuler un thérapeute rogérien, une caricature thérapeute rogérien. C'est Rogers donc a fondé une forme de thérapie qu'on appelle justement empathique, c'est-à-dire que Rogers accordait beaucoup d'importance aux formulations du patient, il invitait les patients à reformuler, il accordait beaucoup d'importance au fait de montrer aux patients que le thérapeute se sentait proche de lui et le comprenait. Donc Weizenbaum imagine avec ses élèves une machine dans laquelle à chaque fois que l'humain interagit avec la machine pose une question, rebondit, comme on dit. Voilà, par exemple, quelqu'un dit « je suis triste », la machine dit « ah bon, vous êtes triste, savez-vous pourquoi ?» Ma copine m'a quitté. « Ah bon, votre copine vous a quitté ?» Pour une interrogation. Voilà, et donc Weizenbaum ajoute « quand nous ne savions pas comment faire rebondir la machine sur une question, la machine était programmée pour dire « je vous comprends ». Voilà, donc Weizenbaum fabrique cette machine qui a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi ? Parce que Weizenbaum s'aperçoit que certains de ses élèves, de chercheurs qui ont programmé la machine, passent beaucoup de temps avec elle. Alors, il leur dit, mais pourquoi vous passez autant de temps? Vous avez fait le programme, pourquoi il n'y a pas de raison, vous savez comment elle fonctionne. Et ces gens disent, mais oui, c'est vrai, on l'a programmée, mais on a quand même l'impression que des fois, c'est comme si elle sortait du programme. Elle nous comprend vraiment remarquablement bien. Et voilà, Weizenbaum appelait ça la dissonance cognitive. Vous voyez, c'est comme les soldats américains. D'un côté, ces personnes qui avaient programmé la machine savaient très bien que c'était une machine, et pour cause. Et d'un autre côté, ils ne pouvaient pas s'empêcher de penser que peut-être pour eux personnellement, la machine faisaient preuve de capacité bien au-delà de ce qu'ils avaient programmé. Et ça, cette dissonance cognitive, très bien analysée par Weizenbaum, elle est vraiment au cœur de nos relations aux machines, et il va constamment falloir, par divers moyens, nous rappeler que ces objets ne sont que des machines à simuler. Et alors, dans cette empathie, quelle est l'importance du corps dans l'appréciation des robots? Vous évoquez une étude, une expérience qui explique que les utilisateurs sourient davantage, font davantage confiance à un robot physique
Absolument. Qu'un avatar virtuel. Tout à fait. Il y a une étude, au moins, peut-être plusieurs, qui ont été faites sur la comparaison de l'efficacité dans des prescriptions d'une intelligence artificielle, comme dans Her, c'est-à-dire un petit boîtier d'où vient une voix, un chatbot qu'on appelle maintenant, et puis ce qu'on appelle un robot virtuel, c'est-à-dire en fait une présence d'un avatar sur un écran. La personne voit un écran avec un petit personnage, voilà, qui peut être réaliste ou pas. Et puis, troisième modèle pour l'expérimentation, un robot qu'on appelle humanoïde, c'est-à-dire ayant une similitude de fonctionnement avec un humain, c'est-à-dire l'équivalent de 2 jambes, 2 bras, un tronc, une tête. Vous avez un modèle qui est très connu de tout le monde parce qu'il a été beaucoup médiatisé en France, c'est le robot Nao, qui mesure 80 cm de haut, qui ressemble ni à un enfant ni à un adulte, il ressemble bien à un robot, mais il a quand même 2 jambes, un tronc, 2 bras, une tête. Voilà. Et donc il a été montré que les robots ayant un corps, donc modèle Nao, ont un pouvoir d'influence beaucoup plus important qu'une simple intelligence artificielle ou même un robot virtuel sur un écran. Et l'étude a été faite par rapport à 2 types de consignes, des prescriptions dans le domaine alimentaire et des prescriptions d'exercice physique. Et les chercheurs se sont aperçus que les humains ayant affaire à un robot ayant un corps étaient beaucoup plus enclins à suivre les conseils de cette machine que ceux ayant affaire à une simple intelligence artificielle ou à un robot virtuel. Donc, vous voyez, on va changer d'échelle avec des robots ayant un corps et n'oublions jamais que leur pouvoir d'influence sera considérable du fait de la relation empathique que nous aurons avec eux et n'oublions non plus jamais qu'ils resteront toujours connectés à leur serveur central et à leurs fabricants pour des raisons de sécurité évidentes, mais peut-être aussi parce que leurs fabricants pourraient être tentés d'orienter leur comportement d'achat, notamment dans certaines directions plutôt que dans d'autres. Ça peut être effectivement assez pratique. On parle effectivement de l'évolution des robots et de l'arrivée de ces robots et de l'intelligence artificielle dans nos sociétés donc connectées, occidentales, développées. Est-ce qu'il y a des sociétés dans lesquelles, des déterminants de sociétés dans lesquels il est plus facile d'introduire les robots à un niveau élevé? Je pense évidemment au Japon, où l'animisme est encore assez présent. Est-ce que cette question de la relation au robot est facilitée dans ce type de société-là, ou est-ce que finalement vous pensez que l'adoption des robots se fera de la même manière, quel que soit le pays où on se trouve? Alors, on ne sait pas comment notre culture va évoluer. Nous sommes déjà japonisés dans un certain nombre de domaines. Peut-être allons-nous nous japoniser aussi dans ce domaine-là, d'autant plus que, indiscutablement, l'animisme qui existe dans la tradition japonaise simplifie beaucoup leur relation au robot. Alors, qu'est-ce qui se passe au Japon qui ne se passe pas en Occident? Le Japon a une tradition shintoïste, qui était un peu tombée en désuétude, mais que le Premier ministre aujourd'hui cherche à remettre en avant comme un élément original et fondamental de la culture japonaise. Et dans cette tradition shintoïste, tout ce qui est animé de mouvements autonomes peut être crédité d'avoir une âme. Ce qui a fait, par exemple, que le petit chien Aibo, vous savez, inventé par Sony il y a une petite dizaine d'années, qui n'est plus fabriqué aujourd'hui, mais ceux qui en avaient un, ils se sont tellement attachés, ils cherchent à l'entretenir et à changer des pièces s'il est endommagé. Mais il arrive que certains petits robots Aibo ne soient plus utilisables. Et à ce moment-là, il y a de véritables cérémonies funéraires pour ces petits robots, sont peu utilisables, avant d'être démembrés pour que leurs pièces détachées, possiblement réutilisables, leur soient ôtées. Avant, il y a une cérémonie funéraire qui n'a rien à envier, une cérémonie funéraire pour un humain. Donc cette tradition animiste au Japon leur permet d'envisager aujourd'hui la participation presque à part égale à des tâches avec des machines. J'ai vu une vidéo dans laquelle dans une entreprise, l'espace est organisé de telle façon qu'il y ait une rangée d'ouvrières et une rangée de robots. Et le matin, comme ça se passe souvent au Japon, il y a des exercices physiques pour que les ouvriers se délient le corps, se mettent en forme. Et donc, on voit un animateur qui est devant cette sorte de cohorte d'humains et de robots alignés. Et tous les gestes faits par le maître de cérémonie en gymnastique sont reproduits évidemment par les humains, mais aussi par les robots. Et c'est très étonnant parce que les robots sont programmés donc pour faire les mêmes gestes de gymnastique que les humains. Donc c'est un truc qui nous fait rire, mais c'est un truc qui montre bien comment au Japon il est possible de
ça ne choque pas de pousser l'illusion jusqu'à faire croire que les robots qui ont été préprogrammés, bien évidemment, suivraient les consignes au fur et à mesure qu'elles sont données par le maître en gymnastique. Donc, cette tradition animiste au Japon s'est redoublée d'une tradition de fabrication d'automates intégrés dans les familles, puisque au XVIIIe siècle, à une époque où en France, Vaucanson fabriquait son fameux canard, voilà, auquel on fait semblant de donner à manger et qui fait semblant de faire caca, voilà. Eh bien, à la même époque, les Japonais fabriquaient des automates grandeur nature qui apportaient le thé, et c'était dans les familles riches une attraction considérable. Donc, vous voyez, le robot n'était pas un objet de foire comme le canard de Vaucanson. Le robot était vraiment un personnage intégré déjà dans la famille. Donc voilà. Alors, dans quelle mesure cet animisme représente-t-il pour les Japonais une manière plus simple d'aborder la robotique? C'est indéniable. Alors, dans quelle mesure allons-nous nous-mêmes adopter certains de ces comportements? Personne n'en sait rien. Ce qui est important, en tout cas, c'est de bien distinguer entre l'anthropomorphisme et l'animisme. Oui. L'anthropomorphisme, c'est la tendance à projeter, comme je disais tout à l'heure, nos pensées, nos émotions, nos sentiments sur l'environnement physique, pas seulement les robots, l'environnement inerte et les machines. Et l'animisme, c'est le fait de croire que que les émotions, les pensées que nous prêtons pourraient être vécues réellement. Par exemple, je vous donne un exemple. Si le matin, je prends ma voiture pour un rendez-vous important et qu'elle ne démarre pas, alors que pour moi, c'est capital qu'elle démarre, je peux me mettre à protester en disant « Mais enfin, tu ne vas pas me faire ça ce matin, voilà. » Mais je ne m'attends pas à ce que ma voiture me réponde. Pas encore, en tout cas. Je suis dans une relation, voilà, pas encore, puisque c'est prévu. En effet, vous avez raison. Ford a prévu qu'en 2020, les voitures pourraient répondre. Voilà, elles pourraient même percevoir nos émotions grâce à une petite caméra qui analyserait nos mimiques et nous répondre en fonction de ce que nous leur disons. Mais voilà, donc évidemment, aujourd'hui, nous sommes anthropomorphes parce que l'être humain a toujours été dans tous les domaines. Nous sommes assez peu animistes en Occident, mais peut-être que la capacité des machines de nous répondre, encore une fois, ferait flamber l'animisme. En tout cas, il faut savoir que c'est une possibilité et voir les avantages et les inconvénients qu'on en aurait. Et alors, si on reste au Japon et qu'on prend l'exemple, par exemple, des robots compagnons, leur succès dans les maisons de retraite, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer devenir de plus en plus intolérant face aux êtres humains qui sont par nature imparfaits? C'est ça. C'est ça. Alors que le robot ne l'est pas forcément. Est-ce que c'est pas la mort au final de l'animal social et oui, tout à fait. Le robot? Oui, alors là on aborde les dangers contre lesquels j'essaye de mettre en garde. Le risque d'oublier qu'il y a un programmeur derrière les robots. Et je dois dire que de ce point de vue-là, toutes les séries télé nous aident pas parce que les robots sont toujours présentés comme des créatures fermées, alors qu'il ne faut pas oublier qu'elles vont interagir en permanence, soit par Internet, soit par un réseau dédié. Voilà. Par exemple, dans Real les robots sont obligés de se réunir dans des parkings souterrains pour s'échanger leurs plans. Non, ils pourront être aux deux extrémités de la planète, ils seront connectés. Voilà. Voilà. Donc, risquer d'oublier qu'il y a des programmeurs derrière les robots qui sont reliés à serveurs centraux, qu'on a à faire plus à des communautés de robots parce que les robots d'un même modèle sont identiques. Et puis, un deuxième problème qui est d'oublier, on l'a évoqué, qu'ils n'ont ni émotion ni souffrance. Alors, peut-être qu'un jour, il y aura des robots fabriqués avec des briques biologiques qui auraient des émotions et de la souffrance, mais on en est très très loin. Et puis beaucoup de chercheurs se demandent d'ailleurs l'intérêt qu'il y aurait à donner des émotions et la souffrance à des robots. Voilà. Et alors le troisième problème que vous évoquez en effet, qui est que nous pourrions finir par préférer des robots toujours prévisibles, gentils, accueillants, mesurés, ne s'énervant jamais, toujours à notre service, à des humains, voilà, qui nous paraissent souvent égoïstes. Vous connaissez le dicton, qu'est-ce que c'est un égoïste? C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Voilà. Donc il y en a beaucoup en effet des égoïstes. Alors que les robots, par définition, seront programmés, je ne dirais pas pour être altruistes, ça prêterait à confusion, mais en tout cas pour ne se préoccuper que de nous. Ils n'auront pas d'état d'âme, ils ne seront pas tristes quand il pleut, voilà, ils n'auront pas de date anniversaire difficile à supporter, ils seront toujours égaux à eux-mêmes. Voilà. Alors programmés pour être éventuellement un peu
plus imprévisibles quand nous en aurons envie, mais toujours dans la marge de ce que nous pouvons désirer pour que notre vie quotidienne ne soit pas trop morne. Voilà, j'imagine, vous savez, comme dans les jeux vidéo, il y a un bouton où on peut jouer normal, mais on peut aussi jouer plus facile, plus difficile, ou plus facile, beaucoup plus facile, ou plus difficile, beaucoup plus difficile. On peut imaginer un petit bouton sur les robots qui les rendront plus ou moins imprévisibles. Ce qu'on voit déjà avec les chatbots, puisque vous savez que les chatbots aujourd'hui sont programmés avec un très très grand nombre de réponses possibles en fonction des interlocuteurs, on peut imaginer que si un interlocuteur paraît aimer les plaisanteries un peu grasses, eh ben, le chatbot lui servira des plaisanteries un peu grasses, et si quelqu'un aime au contraire le langage châtié, le chatbot lui répondra en langage châtié. Donc une manière de s'adapter à chacun d'entre nous qui va évidemment contribuer à beaucoup nous séduire. Et c'est normal, c'est du business, il faut être séduit par les machines pour avoir envie de les acheter, mais en même temps, il faudra toujours se rendre compte qu'elles sont faites comme ça pour que nous les achetions, et aussi pour que ces machines, quand même, capturent nos données personnelles, toutes celles que nous leur raconterons, parce que quand nous ferons nos confidences à des chatbots, les chatbots recueilleront quand même beaucoup d'informations sur nous. Et oui, et pour ça, donc les chatbots, surtout les programmeurs des chatbots et les entreprises pour lesquelles ces gens programment les chatbots, travaillent sur notre attention. Ils travaillent à capter notre attention pour capter nos données personnelles et nous vendre plus de choses. Donc ça, c'est le mécanisme classique. Vous écrivez dans ce petit ouvrage que l'avenir appartient aux enfants qui seront capables de passer de l'hyper-attention à la deep-attention et réciproquement. Oui. Alors, il va falloir expliquer les termes à nos auditeurs et auditrices. Mais alors, d'abord, je veux dire un mot, puisque aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie de l'attention. L'expression qui n'existait pratiquement pas il y a 5 ans, aujourd'hui, elle est partout. C'est quoi ? C'est tout simplement le fait que lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, nous sommes invités à interagir. Alors, de façon toujours plus intense, donner notre avis sur les opinions des gens que nous connaissons bien ou parfois que nous ne connaissons pas. Voilà, cette économie de l'attention. Et ce que j'explique sur mon blog et un peu dans mon bouquin, c'est que avec les chatbots, cette économie de l'attention sera remplacée par une économie de la confidence. Ouais. Et je pense que c'est là d'ailleurs que les fameux repentis de la Silicon Valley, que j'appelle les pseudo-repentis, ceux qui quittent Facebook en criant à haro sur l'économie de l'attention, je pense qu'ils vont se reconvertir dans l'économie de la confidence. Des machines qui ne nous stresseront pas, contrairement aux réseaux sociaux, qui seront toujours à notre service, qui apparaîtront comme des bienfaits pour les personnes solitaires. Rendez-vous compte, elle est seule, elle peut parler, voilà. Mais cette économie de la confiance sera une économie de la confiance et de la confidence, rapportera finalement bien autant de données que l'actuelle économie de l'attention. Alors j'en viens à ces deux formes d'attention que vous avez évoquées. Elles sont définies par un chercheur qui s'appelle Catherine Hels. Et donc, deep attention et hyper-attention. Deep attention, c'est l'attention qu'on appelle profonde. Alors, pas parce qu'elle serait plus authentique, mais simplement c'est une attention de longue durée. C'est l'attention du lecteur d'un livre, c'est l'attention d'un artisan qui accomplit le même geste pendant de longues heures. Voilà. D'un auditeur de podcast aussi, voilà, par exemple. Voilà, de quelqu'un qui accepte de se mettre dans un état d'attention spécifique à une seule tâche pendant une durée de quelques heures, au moins 1 heure. Voilà. Et l'hyper-attention, c'est le fait d'une attention qui rebondit sans arrêt. C'est un petit peu ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. C'est le fait de regarder une vidéo sur YouTube et puis d'être envoyé une autre vidéo, de regarder une page de publicité, de répondre à un mail. C'est le fait d'avoir une attention constamment morcelée, constamment relancée, qu'on appelle l'hyper-attention parce qu'elle est très concentrée, très éphémère. Alors oui, ce que je dis, c'est que cette forme nouvelle d'attention, elle a toujours existé. Elle est nouvelle parce qu'il y a aujourd'hui un outil, la technologie numérique qui la stimule en permanence si on accepte de jouer le jeu, parce que si vous n'allez pas sur les réseaux sociaux, votre attention n'est pas stimulée par les réseaux sociaux. Mais donc cette attention, cette hyper-attention, elle a toujours existé chez l'être humain. Quand l'artisan faisait son travail et que tout d'un coup son outil se cassait, il passait de la deep attention à l'hyper-attention. Voilà. Donc cette forme d'attention a toujours existé, mais il n'y avait pas de support technologique qui la mobilise autant que ce que les supports numériques la mobilisent aujourd'hui. En permanence. Et donc
certains sont tentés de la dénoncer comme quelque chose de catastrophique. Ce que je dis non. Moi, je dis il faut en tenir compte, notamment dans l'éducation. Les MOOC, d'ailleurs, les fameux cours massivement en ligne, sont l'illustration d'une utilisation possible. Hein. Si ces MOOC durent 3, 4, 5 minutes, ben, c'est une manière d'utiliser la capacité d'hyper-attention aujourd'hui des nouvelles générations pour les inviter à mémoriser certaines choses et à s'interroger sur le sujet du MOOC. Voilà. Donc, il faut travailler avec les deux formes d'attention. Et vous voyez, moi, je dis toujours, si vous lisez un quotidien national chaque jour, eh ben, je vous défie de le lire en deep attention, parce que vous ne vous coucherez pas. L'équipe, peut-être. Mais alors, on est obligé de le lire en hyper attention, de rebondir d'un article à l'autre. On passe d'un article international, un article économique, un article sur la culture. Voilà, on va très vite, on surfe. Mais dès qu'on trouve quelque chose d'intéressant, eh ben, on s'arrête. Alors, on peut découper l'article, le mettre dans une boîte, on peut entourer au feutre rouge et se dire je le lirai demain dans le métro, j'aurai un peu plus de temps. Mais dans tous les cas, vous voyez, l'avenir appartient à ceux qui sauront surfer sur l'information et puis s'arrêter aux choses qui leur paraissent importantes et là, y consacrer tout le temps nécessaire. Il ne faut pas dénoncer l'hyperattention, il faut comprendre que c'est une possibilité nouvelle pour gérer toutes les informations qui nous entourent. Il faut inviter les enfants à la cultiver, mais les inviter aussi parallèlement à cultiver la deep attention. Donc l'avenir appartient en effet aux enfants qui sauront alterner, et pas seulement aux enfants, aux adultes aussi, qui sauront alterner la deep attention et l'hyperattention. Alors une autre évolution que vous anticipez et dont la psychologie aurait tout intérêt, va devoir s'emparer, c'est celle de l'homme augmenté. Vous évoquez dans votre livre la perspective caressée par les militaires des pays technologiquement avancés de soldats augmentés. Alors cette augmentation, elle passerait d'une part par des, dites-vous, exosquelettes, lunettes ou tout équipement qui faciliterait le terrain, et de l'autre, une évolution qui influerait directement sur la biologie du soldat. Est-ce que vous pensez que le psy de demain devra traiter des pathologies générées par cette augmentation ? Oui, alors c'est vrai que c'est actuellement dans le domaine militaire que sont menées le plus de recherches sur l'homme augmenté, qui est donc un soldat augmenté. C'est des recherches qu'on connaît peu, hein, évidemment, hein, c'est secret défense partout. D'après les bruits qui courent, il semblerait que la Chine soit beaucoup plus avancée dans l'expérimentation parce qu'ils n'ont pas les mêmes barrières éthiques que le vieil Occident. Voilà. Mais de façon générale, ce qu'on distingue dans ces augmentations possibles, ben, c'est celles qui sont réversibles. Hein. Par exemple, utiliser un exosquelette, ben on peut le mettre, on peut l'enlever, voilà, ou utiliser une machine qui permet de grimper sur une paroi verticale sans prise, bon, ben, on peut la mettre, on peut l'enlever. Il y a des modifications qui affectent l'être humain de manière durable, mais pas sa descendance. Hein. Par exemple, greffer une petite puce électronique, voilà, qui va permettre de percevoir à distance sa température, son état cardiaque, et éventuellement de le modifier par un certain nombre de drogues qui seraient introduites dans le corps au fur et à mesure que ça serait nécessaire. Et puis, la troisième type de modification possible, c'est celle qui pourrait être transmise à la descendance. Donc, il y a beaucoup de travaux modification génétique. Ouais. Voilà, modification génétique. Il y a beaucoup de travaux sur ces trois types de bouleversements, mais il faut bien comprendre que quelqu'un qui est modifié temporairement doit ensuite accepter de ne plus être modifié quand il ne l'est plus. Et imaginez que tout d'un coup, on vous donne les pouvoirs de Superman pour accomplir une mission, bah alors vous vous éclatez, hein, psychiquement c'est exaltant, mais quand vous ne les avez plus, vos super pouvoirs, ben... il faut en faire le deuil, sur la formule traditionnelle. Et donc, il y aura probablement... c'est pour ça que les recherches vont lentement, parce qu'il y aura probablement un grand nombre de paramètres humains à gérer dont on ne connaît rien. Et ce qui est valable pour le soldat augmenté sera valable aussi pour tout homme augmenté. Je veux dire, le fait d'augmenter un humain pour accomplir une tâche spécifique, ben, ça pose la question de savoir comment il réagira lorsqu'il cessera d'être augmenté. Le problème bientôt risque de ne plus être de savoir comment augmenter quelqu'un, ça risque d'être de savoir dans quelle
quelle mesure cette personne acceptera qu'on arrête de l'augmenter. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, on peut que ériger un principe de surveillance en règle d'or, hein, voilà, essayer à chaque fois qu'on expérimente quelque chose de nouveau, d'étudier le facteur humain et voir comment l'humain va y réagir à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors ces principes de et puis, surveillance, j'ai encore un petit mot à dire, parce que souvent c'est oublié aussi, c'est que tous ces systèmes de prothèses éventuellement intégrables dans le corps humain, il ne faut pas oublier qu'elles seront connecté et que l'homme augmenté sera en même temps un homme surveillé. Hein. Voilà, on parle beaucoup de notre smartphone. Si vous avez des prothèses diverses et variées qui vous augmentent beaucoup de possibilités, elles seront connectées et vous serez encore plus... vos paramètres biologiques seront... Ça sera non seulement vos déplacements qui seront connus sur le serveur central et analysables, mais même vos paramètres biologiques. Voilà. Donc l'homme hybridé, à mon avis, c'est-à-dire augmenté, c'est quand même l'avenir de l'humanité, mais en même temps, il y a un certain nombre de problèmes très très aigus qui vont se poser très vite, notamment en termes de surveillance généralisée. Oui, vous en parlez à plusieurs reprises dans le livre de cette surveillance généralisée, et pour nous alerter, pour alerter le lecteur autour de ces questions-là, vous prenez souvent un principe, comme vous venez de le dire, de surveillance, le principe de précaution appliqué à tous ces champs dont on a parlé. Et avant de conclure, j'aimerais simplement que vous disiez à nos auditeurs et auditrices quelles sont peut-être les solutions pour se prémunir des effets potentiellement négatifs que pourrait avoir cette société donc de contrôle dans laquelle on est en train d'arriver, et les propositions que vous faites, parce que vous en faites quelques-unes au sein de votre ouvrage. Oui, alors vous avez employé deux mots qui n'ont pas du tout la même valeur et portée pour moi. Vous avez parlé de principe de précaution, principe de surveillance. Je ne suis pas trop pour un principe de précaution, parce que très vite on ne fait plus rien, on n'expérimente pas, tandis que d'autres expérimentent. Certains pays risquent de connaître un retard dramatique de ce fait-là, un retard difficile à rattraper. Non, je suis pour un principe de surveillance, c'est-à-dire qu'on innove tout petitement et on cherche à comprendre qu'est-ce que ça change et on surveille rigoureusement pour voir comment les choses évoluent. Mais le principe de précaution, il a été dénoncé d'ailleurs dans beaucoup de domaines. Voilà, par certains, c'est vrai. Le principe de précaution risque de stériliser toute forme de recherche. Principe de surveillance avec un cadre éthique chaque fois très rigoureux et l'obligation de rendre des comptes sur ce qu'on observe, voilà, de manière très sérieuse. Donc et très documentée. Plus sur le côté accountability. Oui, accompagnement. À l'anglo-saxonne, voilà. d'accord. Surveillance à chaque instant des effets observables des travaux qui sont menés. Voilà. D'accord. Un très grand principe éthique de surveillance à tout moment. Alors peut-être certains qui nous écoutent ont l'impression que j'aurais une vision un peu dystopique de l'avenir, un peu moins. Non, alors ce que je dis aussi, c'est que c'est important d'être vigilant. Si j'écris d'ailleurs ce bouquin, c'est aussi cyberpsychologie pour dire la psychologie de l'humain évolue. Ne nous endormons pas en croyant qu'elle ne change pas, voilà, parce que sinon un beau jour on va tomber des nues, quoi. Ça va être ça, les psychanalystes diraient retour du refoulé. Voilà, on a voulu ignorer à quel point l'homme était transformé par ces technologies, ça va nous revenir en pleine gueule. Donc déjà, il faut se rendre compte à quel point nous sommes modifiés par nos technologies. Et puis, alors, au point de vue des précautions, au point de vue des balises éthiques, on va dire plutôt, qui pourraient être posées. Alors j'en distingue trois types, évidemment, des préconisations législatives, des préconisations technologiques et des préconisations éducatives. Alors du point de vue législatif, quand même, il y a une grande avancée qui a été faite en Europe, c'est le règlement général de protection des données. C'est assez amusant d'ailleurs parce que le RGPD, et puis qui s'accompagne aussi de la loi sur la e-privacy. Peut-être que des gens qui nous écoutent, il leur est arrivé la même chose que moi, c'est que je reçois en ce moment beaucoup d'annonces d'entreprises dont je ne savais pas qu'elles capturaient mes données, qui m'en informent pour être en accord avec le RGPD. Et je découvre tous les jours des trucs dont j'aurais jamais pensé que ça existe et qui me disent, voilà, nous capturons vos données, il faut maintenant nous donner l'autorisation. Voilà. Donc ça, c'est un aspect très positif parce qu'on était beaucoup plus surveillés déjà qu'on ne le savait. Absolument. Alors
n'oublions pas ces entreprises, voilà, elles nous préviennent aujourd'hui, elles ne nous préviennent plus demain, mais en tout cas, voilà, elles permettent de les découvrir. Donc le RGPD, formidable avancée, hein, et des balises technologiques. Alors moi, je suis attaché au fait que les robots aient à certains endroits du corps des protections visibles, des protections transparentes qui nous permettent de voir l'intérieur des machines. Oui, alors ça n'empêche pas les projections anthropomorphes, mais quand même ça leur donne des limites. Et le problème, c'est que j'ai parlé de cela avec des roboticiens qui me disent qu'ils ont essayé, c'est des gens d'expérimentation, les roboticiens, ils ont essayé, mais ils me disent, on a essayé, mais ça fait peur aux usagers. Et alors, les commerciaux ne veulent pas. Les commerciaux disent, on fabrique des robots pour les vendre, pas pour faire peur aux usagers, donc voilà. Et donc, du coup, des protections blanches, immaculées, vous voyez, des armures de plastique, voilà, le chevalier blanc, c'est comme ça que se présentent la plupart des robots. Hein. Que ce soit Atlas, que ce soit Nao, que ce soit Pepper, c'est toujours le chevalier blanc. Et vous voyez, toute la question se pose, est-ce que parce que ça fait peur aux usagers, parce que les usagers sont renvoyés à la nature de machines, est-ce que parce que ça leur fait peur, il faut suivre ce penchant des usagers et aller dans leur sens, au risque que les usagers oublient que ce sont des machines, ou bien est-ce qu'il faut imposer par la loi, voilà, que les robots aient forcément certaines parties de leur enveloppe qui soient transparentes. Voilà. Et ça, vous voyez, c'est une technologie, mais qui ne peut trouver sa place que si le législateur, là aussi, dit son mot. Mais c'est d'abord aux roboticiens d'imaginer ces choses et au législateur de les imposer. Puis évidemment, tout un travail éducatif, très important à mener, apprendre aux enfants à se familiariser avec les robots. On a beaucoup parlé de programmation. Alors c'est vrai qu'apprendre la programmation, c'est important, pas parce que le langage de programmation est stable, il va beaucoup évoluer, mais parce que ça permet aux enfants de comprendre que les robots, on les programme. Voilà, ils n'agissent pas tout seuls, ils agissent de façon programmée, mais également apprendre à monter, démonter des robots. Oui. Ce qui se fait d'ailleurs au Japon, c'est-à-dire dans le pays où l'animisme est le plus important, c'est le pays dans lequel il y a le plus de compétitions organisées dans les écoles, où les élèves sont invités à monter, démonter des robots. Voilà, donc je crois que ça, c'est très important. Aujourd'hui, la programmation ne peut plus se comprendre sans le fait de se familiariser avec la manière dont un robot est construit avec des pièces détachées qu'on peut éventuellement assembler autrement. Voilà, donc 3 dimensions, législative, technologique, éducative, et puis une dimension éducative, évidemment, qui ne concerne pas que les enfants, concerne aussi les adultes, et mon ouvrage veut y contribuer. Ça nous fait une conclusion parfaite. Merci beaucoup, Serge Tisseron, d'avoir passé quelques minutes avec nous. On a été ravis de vous recevoir. Merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés, de continuer à nous écouter encore et toujours plus nombreux. On espère que vous allez continuer à parler de nous, à faire parler de nous autour de vous. Merci beaucoup à Lila d'avoir co-animé cette émission avec moi, et à Romane derrière la régie que vous n'entendez pas mais qui est toujours là, toujours présente, un sourire aux lèvres. Merci à toi, Romane, et à très bientôt.